suis donc Bénédicte Buchet, je suis chercheuse au LASTIG et je suis encore déléguée au sein d'EuroSDR et c'est justement pour ça de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir cette opportunité de partager avec vous quelques messages issus d'un atelier que nous avons organisé au sein de cette association. Alors c'est une association qui réunit des agences cartographiques en Europe depuis 70 ans, parce que depuis 70 ans, notre métier a connu beaucoup de technologies disruptives et c'est très important d'avoir cet espace européen d'échange aussi avec des universités, des industriels pour avancer ensemble. Donc en fait, ces messages viendront de programmes nationaux dans certains pays. Il y a des programmes qui sont déjà assez avancés. Je ne parlerai pas du programme français. Alors, et de perspectives d'agences nationales et aussi d'apport de certains chercheurs. Alors, tout d'abord, je vous propose une définition parce que je me suis dit peut-être certains d'entre vous n'avaient jamais entendu parler. Non, enfin, je pense que vous avez tous entendu parler de jumeaux numériques. Mais du coup, pour rappeler quand même cette définition qui vient du génie civil. Donc, c'est une définition qui est peut-être adaptée à un ascenseur, à un moteur, à quelque chose qu'on a besoin de manipuler via une représentation réaliste. Et Lise Varga de UCL insistait sur le fait qu'il y a un processus de représentation qui améliore continuellement l'artefact numérique qui représente la réalité physique. Et il y a également un lien bidirectionnel, de sorte que l'artefact numérique a un impact et améliore la réalité. Donc, elle avait aussi fait l'exercice de l'appliquer au territoire en analysant Google Maps et en concluant que Google Maps est une forme de jumeau numérique de territoire dans la mesure où Google Maps crée une représentation du trafic numérique, enfin de jumeau numérique du trafic routier, on va dire plutôt. Il se crée un jumeau grâce aux données du réseau routier, grâce aux données de navigation aussi. Et puis, comme il guide les voitures, il a un impact sur le trafic routier, il le fluidifie, il l'améliore. Donc, dans un sens, on peut considérer qu'un jumeau numérique de territoire, ça peut être par exemple Google Maps. Sur cet exemple, ce sur quoi je voulais insister, c'est que c'est l'aspect réaliste. Là, on voit que Google Maps, c'est pas réaliste du tout. Mais c'est pour dire que dès qu'on va à l'échelle du territoire, parfois on a besoin d'une vue réaliste pour faire comprendre les choses. Par exemple, rendre visibles les feux d'incendie avec des données 3D extrêmement réalistes. On s'est aperçu, quand les modèles 3D sont arrivés sur la scène, que c'était quelque chose de beaucoup plus efficace pour faire prendre conscience aux gens, pour les motiver à agir que des cartes. Par contre, sur le guidage, là, on voit bien qu'il ne faut pas une vue réaliste. Les messages stylisés qu'on a appris à construire depuis des années sont beaucoup plus efficaces. Alors, donc là, ce que je vous propose, c'est un petit schéma qui récapitule pour dire que finalement, dès lors qu'on parle de jumeaux numériques, par rapport à ce qu'on connaît déjà, les modèles de données, etc., la spécificité qui ressort dans la notion de jumeaux numériques, c'est le lien bidirectionnel entre la réalité et sa représentation numérique. Et c'est l'importance de ce lien. Dans certains secteurs, ce lien est vu comme quelque chose de tout automatique, c'est-à-dire on a un modèle numérique des feux rouges qui va automatiquement savoir quand est-ce que je fais passer mon feu au rouge ou au vert. Tout se passe sans intervention humaine. Dans d'autres domaines, l'intervention humaine est clé. Ce qui semble actuellement frappant, et alors là je m'inspire aussi d'un atelier qui a été organisé par Cap Digital, c'est que dans le domaine d'un jumeau numérique de territoire ou d'un jumeau numérique national, j'y viendrai plus tard, l'intervention humaine est clé et réfléchir aux bonnes interfaces pour faire que les experts contribuent au processus d'un jumeau numérique, c'est quelque chose d'essentiel. Et ce que les gens rapportent, c'est que finalement, la flèche du bas, l'amélioration continue, elle va venir du fait qu'il y a des dialogues entre les acteurs qui améliorent la connaissance qu'on a de notre réalité, de la réalité physique et la façon de la représenter. Alors finalement, du coup, on se disait, c'est un terme nouveau, mais c'est des choses qu'on fait déjà. On sait déjà faire tout ça. Alors là, j'ai mis sur la gauche des exemples. Lorsqu'on parle d'aide pour identifier où mettre des panneaux solaires, on peut considérer que c'est un jumeau numérique.
dès lors que des gens construisent effectivement des panneaux solaires grâce à cette solution. Là, le cadastre hollandais est en train de mettre en place ce qu'ils appellent le BIM légal, où en fait ils articulent les actes notariés et une représentation numérique de l'espace. Il y a aussi des données ici de Suisse Topo où on simule la mise en place d'une autoroute dans la réalité pour évaluer l'impact en termes de bruit causé, l'impact sur les villes et l'impact sur la biodiversité avant de la construire dans le monde réel. Donc c'est ça un peu le premier message, c'est que le concept de jumeaux numériques englobe potentiellement quasiment tous nos métiers, mais que ce qu'il apporte de nouveau, c'est la nécessité d'avoir ce circuit complet, c'est-à-dire d'avoir vraiment un retour sur la réalité, une amélioration de la réalité, puis une amélioration continue. Alors le deuxième message, en fait j'ai 2 messages en tout, donc voilà, là je suis déjà au deuxième. Donc le deuxième message, c'est que le jumeau numérique, dans le génie civil, parfois le jumeau numérique, les exemples qu'on montre, c'est de la maintenance prédictive. On met des capteurs, par exemple, sur des pipelines pour pouvoir faire de la maintenance prédictive et savoir intervenir quand on sent que un accident risque d'arriver. Et le jumeau numérique national, là peut-être, c'est pas de la maintenance prédictive des territoires, c'est plus décider de l'impact qu'on veut avoir et du coup savoir quelles actions prendre aujourd'hui pour avoir cet impact-là demain. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux et puis ça renvoie à tous les sujets d'aménagement en géographie et toute la difficulté de cet exercice. Je vous laisse réfléchir sur cette phrase. Et finalement, c'est quelque chose qu'on sait déjà un peu faire. C'est-à-dire, c'est un exercice c'est pas l'IGN, c'est les Nations Unies qui ont conduit l'exercice en 2015 pendant 2 ans pour essayer de dire quel est le futur qu'on veut avoir en 2030. Et puis, qui ont associé, ils se sont mis d'accord pour décrire le futur sous forme de 17 objectifs qui leur semblaient embrasser suffisamment toutes les dimensions du futur. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ils ont associé à chaque objectif, donc là j'ai pris l'objectif 7 sur l'énergie renouvelable, ils ont associé à chaque objectif des cibles un peu plus précises et à chaque cible des indicateurs calculables chaque année avec des données. Et les indicateurs sont là pour dire un peu comment progresser et aussi pour dire est-ce que je suis en train de progresser. Donc on voit bien que ces indicateurs, donc on a un peu une idée de vers quoi on peut vouloir aller au niveau mondial. C'est une vision qu'on doit raffiner. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que justement, l'idée de se construire tous ces indicateurs, ça va nous permettre aussi de comprendre un peu plus précisément les interdépendances entre les différentes dimensions et de raffiner les objectifs et les cibles. Donc on a presque un cycle d'amélioration continue de la réalité, mais aussi de la représentation numérique et des indicateurs pertinents. Donc on comprend bien en tout cas que ces indicateurs, c'est des indicateurs que chaque nation doit calculer et que ce n'est pas suffisant pour guider la décision. Et c'est là que des pays se sont lancés dans la mise en place de programmes de jumeaux nationaux. Donc là, il y a le cas de l'Angleterre qui a mis en place un jumeau national sur l'énergie. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils interconnectent toutes les données disponibles pertinentes pour aider les décisions qui vont avoir un impact sur les indicateurs d'énergie renouvelable. Donc ça peut être aider le citoyen à savoir à quel moment il doit lancer sa machine, ce qu'on a aussi nous en France, mais ils permettent à des gens qui opèrent une flotte de véhicules numériques de charger leurs données sur la grille nationale, de calculer à quel moment prévoir les routes des camions pour savoir quand est-ce qu'ils peuvent les recharger, quand est-ce que les bornes de recharge ne seront pas trop, les grilles électriques ne seront pas trop surchargées. Donc, pour conclure un peu sur les échanges que nous avons eus lors de cet atelier, l'intérêt du jumeau national, ça va être d'offrir des données socles qui permettent d'intégrer d'autres données,
de proposer un système de hub de jumeaux un peu, de dire on a des jumeaux dédiés à des territoires, des jumeaux dédiés à des domaines. En les interconnectant, on leur donne plus de valeur qu'ils n'en ont séparément. Et ça va être aussi, alors je ne sais pas si c'est très lisible, mais c'est revenu souvent, c'est le fait d'injecter des principes de conception et des valeurs publiques dans les infrastructures. Et pour l'enjeu clé qui est ressorti, c'est la notion de qualité et la confiance. C'est un enjeu qui est déjà très compliqué dans le domaine de l'information géographique. Et là, ils disent que ça va devenir d'autant plus compliqué dans un contexte multi-acteurs. Alors, je ne sais pas si j'ai encore eu 2 minutes. 2 minutes. Alors, du coup, je voulais faire un petit zoom sur ce sujet-là. C'était pour dire que en géomatique, la façon de gérer la qualité, c'est notamment de gérer les notions de précision et d'exactitude. Donc, par exemple, un exemple d'énoncé précis, si je dis j'ai 82 ans, 5 mois, 3 semaines, un jour, c'est très précis, c'est très inexact. Si je dis je n'ai plus 20 ans, c'est imprécis, mais c'est très exact. Et ça, c'est un enjeu du jumeau numérique. Ces concepts de qualité, que ce soit géométrique, temporel, sémantique, et il faut savoir les gérer. Et pour ça, un élément clé, c'est la notion de métadonnées. Et j'en viens du coup au fait que ces derniers temps, on a beaucoup travaillé sur les métadonnées et sur les enjeux de découvrabilité. Ce qui va être très important dans un jumeau numérique national, c'est de permettre aux développeurs qui font des applicatifs de mieux choisir les données les plus adaptées à la décision qu'ils doivent supporter, en termes justement de précision et d'exactitude, mais il y a d'autres critères. Et c'est un sujet qui quand même... Alors ces derniers temps, on avance beaucoup grâce au fait d'appliquer aux métadonnées les principes des données liées, mais il y a encore du travail à faire. Par exemple, là, donc, je prends un cas européen. Donc c'était une chercheuse l'an dernier, on a eu un autre atelier EuroSDR qui a expliqué que pour réunir des données européennes d'autorité sur les parcelles agricoles, ils ont perdu un temps monstre à aller trouver les données sur des portails, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses très compliquées, mais en fait, ça a un coût énorme d'aller chercher les données, puis après de les intégrer. Donc, pour faire un jumeau numérique national, il y a un enjeu qui va être de mieux gérer les métadonnées et les outils d'intégration. Et donc, lors de cet atelier EuroSDR, il y a eu des présentations, donc notamment d'Etalab, qui a présenté schema-datagouv.fr, une solution pour justement réduire le coût d'intégration et faciliter la découvrabilité de données. Et il y a eu le cadastre hollandais qui a, lui, présenté une autre approche de faire des données liées géographiques en disant que c'est ça aussi qui va supporter la découvrabilité, un peu comme Adresse Premium en France, qui permet, à partir d'une adresse, par exemple OSM, de découvrir les données INSEE, de découvrir les données IGN, etc., ou l'inverse. Et donc voilà, pour conclure, je rappelle mes 2 messages. Un nouveau mot pour décrire des choses qui existaient, mais qui insiste sur le fait de les articuler ensemble et de faire un retour sur la réalité. Et un enjeu clé, c'est peut-être cet enjeu qui explique pourquoi ce terme a tant de succès aujourd'hui, parce qu'en fait, on a besoin absolument de solutions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation dans un timing parfait. Je vois qu'on n'a pas de micro pour le fonctionnement aussi. Est-ce que vous avez des questions sur cette première présentation? Et si on n'a pas d'intendance de micro, je vous proposerai de passer... Ah, merci, je n'avais pas vu. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur cette première présentation qui introduit très bien le sujet? Bonjour, Robert Jean Soulin du labo d'informatique. Est-ce qu'au niveau européen, via EuroSDR, il y a disons, une réflexion commune sur les outils à développer? Pour l'instant, dans les suites de l'atelier là qu'on a eu, la prochaine action EuroSDR va consister
organisé un atelier plutôt vers la communauté géomatique pour essayer justement d'avoir l'avis de chercheurs sur les overlaps et les possibles articulations entre les domaines scientifiques qui nous sont familiers, mais qui évoluent, et ce concept de jumeaux numériques. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même beaucoup de scientifiques qui pourraient se positionner dans une optique de jumeaux numériques, qui ne le font pas parce qu'en fait, ils ont une vision un peu restrictive de ce terme, où ils pensent qu'ils ne sont pas concernés. Donc une des actions, ça va être déjà de voir comment on peut fédérer des scientifiques autour du jumeau numérique, vu comme un cas d'usage de leur domaine. Et l'autre action, on a un groupe de travail sur les données liées, où ce qu'on met en place en ce moment, c'est un knowledge graph qui décrit non pas les concepts du monde réel, les bâtiments, etc., mais qui décrit les produits comme la BD Topo, OSM, etc., pour essayer d'avoir un knowledge graph sur les données en Europe. Parce que ce dont nous nous sommes aperçus, c'est le frein dont je parlais, c'est qu'en fait, c'est la découvrabilité des jeux de données existants en Europe qui est tellement compliquée. Quand un chercheur veut en mettre en place... On a eu une expérience sur l'étude du climat urbain où des chercheurs avaient utilisé des données INSEE, des données IGN en France pour faire des modèles de canopées urbaines adaptées à l'étude du climat urbain. Et quand ils ont voulu le faire sur d'autres villes européennes, ils ont utilisé OpenStreetMap. Or, dans OpenStreetMap, il y avait des données qui n'étaient pas, alors qu'elles étaient disponibles. Mais il fallait connaître les interfaces finlandaises, roumaines, etc. Et voilà. Donc, l'idée, c'est de faciliter la découvrabilité de toute la richesse des données en Europe.